On m'a demandé de partager avec vous quelques minutes là, sur ce sujet. Et en fait, il n'y a pas énormément de nouveautés parce que je ne faisais pas tout à fait le même topo il y a quelques dizaines d'années, mais ce n'est pas très loin. Et ce qui est étonnant, c'est que quand vous regardez la littérature de 2024-2025, on continue à proliférer les mêmes ambiguïtés, je vais vous donner quelques exemples, et qui ne nous aident pas du tout, qui nous donnent quelques idées vagues, mais qui ne nous aident pas réellement à réfléchir et à prendre des décisions. Donc j'ai quelques conflits de liens d'intérêt à propos du monitorage, et puis j'ai un credo académique qui est fondé sur l'enseignement et l'apprentissage analytique, c'est-à-dire qu'au-delà de savoir, c'est essayer de comprendre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc il y a quelques évolutions récentes, et dans la mesure où, comme vous avez vu dans la présentation précédente, les anesthésistes font partie intégrante de l'équipe cœur, cette fameuse ARTIM, il est important qu'on ait nous aussi quelques notions de cardiologie qui nous permettent de participer de manière active à ces discussions. Et donc, du coup, je vais les partager, bien sûr, avec vous. Alors, c'est sorti il y a quelques jours, là, le 27 octobre. Ça modifie le paysage. Donc, vous savez que lorsqu'on a commencé à faire dans les années 2006, 2007, 2008, les premières TAVI, ça a avancé. C'était les patients à très haut risque. Puis, c'est allé pour les patients à risque intermédiaire de chirurgie. Et puis, donc, l'étude partenaire là, qui a été sponsorisée par Edwards a été faite il y a 7 ans. Et donc, viennent de sortir les résultats du suivi à 7 ans. Et donc, ces comparaisons chirurgie du rétrécissement aortique conventionnel versus TAVI, et vous voyez qu'à 7 ans, sur des critères de jugement qui incluent mortalité, complications, hospitalisation, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que ceci présage? Probablement le fait que les TAVI vont grignoter de plus en plus le marché du traitement, du traitement interventionnel du rétrécissement aortique, donc c'est extrêmement important. Et vous voyez qu'à 7 ans, on est à peu près à 80% de survie, donc ce n'est pas si mauvais. Si vous avez une pathologie type valve aortique qui n'est pas prise en charge de manière interventionnelle, chirurgicale ou TAVI, la survie est nettement moindre. Donc ça, c'est important parce que ça va façonner aussi l'approche cardiologique. Bien sûr, les chirurgiens ne sont pas inactifs, parce que les chirurgiens ne veulent pas et ne souhaitent pas que leur marché, entre guillemets, soit grignoté. Donc, les techniques chirurgicales s'améliorent. Donc là, c'est des valves sans suture. Je ne sais pas si vous avez des chirurgiens cardiaques ici qui en font. Ça, c'est une méta-analyse de 2025 aussi récente. Et donc, ce que vous voyez ici, il y a un autre ratio pour la mortalité à 0,65 en faveur de la valve, de la chirurgie cardiaque, de la valve aortique sans suture, la sutureless. Donc, les choses vont continuer éventuellement à évoluer. Et chaque fois que vous assistez à ces séances donc, de l'équipe cœur, prenez en compte aussi le fait que les connaissances et les techniques évoluent. Donc, aujourd'hui, un tout petit peu de discussion sur l'évaluation préopératoire. Et donc, c'est aussi bien avant la correction d'un rétrécissement aortique qu'après. Et donc, le fait d'avoir corrigé un rétrécissement aortique ne met pas le patient à l'abri de complications périopératoires. Donc, il y a des éléments où la correction a été imparfaite, je vous en parlerai. Et puis, les critères qui permettent l'estimation et la stratification du risque périopératoire. Et donc, une question principale, parce que nous allons voir les patients en consultation d'anesthésie, c'est pour la première fois que quelqu'un met un stéthoscope sur le thorax du patient, on entend un souffle, et puis ensuite, on va adresser le patient au cardiologue, faire le diagnostic positif de rétrécissement aortique. Et donc, il faut exactement qu'on ait une connaissance des critères qui permettent ou qui doivent nous inciter à adresser ce patient de manière plus active au cardiologue pour une correction donc, de la valvulopathie rétrécissement aortique avant la chirurgie non cardiaque, et puis le choix des techniques anesthésiques. Alors, l'évaluation préopératoire, rappel important, mais 30 à 50% des patients qui ont un rétrécissement aortique, parfois sévère, sont asymptomatiques. Et donc ça justifie de facto le fait qu'il faut continuer à mettre, même à l'époque de l'anesthésie et de l'intelligence artificielle, il faut mettre quand même le stéthoscope sur le thorax des patients et dépister éventuellement un souffle aortique qui doit déclencher tout le processus d'évaluation préopératoire. Alors, il nous faut absolument, si le diagnostic est fait de rétrécissement aortique dans les antécédents du patient, une échographie récente. Alors récente, si ça n'a pas évolué, si les symptômes sont les mêmes
une échographie qui date de moins de 6 mois suffit. S'il y a une évolution des symptômes, effectivement, il faut que l'échographie soit beaucoup plus récente. Très souvent, on redemande une échographie et on a une échographie récente. Et donc, les échographies nous permettent de stratifier le risque sur la surface de la valve aortique, sur la vitesse maximum donc, du flux transvalvulaire et sur le calcul du gradient moyen. Donc vous avez ici ces valeurs-là qui sont absolument partout. On peut y ajouter des mesures GLS et Global Longitudinal Strain, c'est déformation longitudinale, NT-proBNP bien sûr, et puis dans le cas de doute, mais pas pour nous, c'est pour la stratification du risque, pour d'éventuelles indications opératoires ou interventionnelles, c'est l'IRM cardiaque, et puis bien sûr, il faut rechercher les dysfonctions systoliques ventriculaires gauche, diastoliques aussi, l'hypertension pulmonaire, et puis les valvulopathies associées. 10 à 20% des patients qui ont un rétrécissement aortique ont des valvulopathies associées, soit secondaires, type insuffisance mitrale par dilatation du ventricule gauche, soit structurale. Donc, ça modifie un tout petit peu la façon dont on prend en charge ces patients avec des valvulopathies multiples. Donc, les critères échographiques qui ont été définis à la fois par la Société européenne de cardiologie et par l'American Heart Association, c'est définir un rétrécissement aortique modéré par une surface indexée entre 0,6 et 0,8 cm² par mètre carré. Pour rappel, la surface aortique normale, c'est aux alentours de 4 cm². Ensuite, on est sur des rétrécissements aortiques sévères si vous êtes sur des surfaces indexées inférieures à 0,6 cm². Il y a cette fameuse valeur du gradient moyen. Donc, si vous êtes au-dessus de 40 mm de mercure de gradient moyen, vous êtes dans un rétrécissement aortique sévère. La même chose pour la vitesse donc du pic transvalvulaire. Donc, au-delà de 4 mètres par seconde, on est sur des rétrécissements aortiques sévères. Et puis, la forme du jet. Donc, ça, ce sont des choses qui sont moins évidentes dans les comptes rendus d'échographie, mais qui sont visibles si vous faites de l'échographie et de l'écho-Doppler. Et puis, les gradients de pression maximum qui peuvent contribuer. Ce que les cardiologues recommandent aussi, c'est d'avoir un œil sur la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Donc, si elle est altérée, donc on attend à ce que la fraction d'éjection ventriculaire gauche, s'il n'y a pas d'altération de la fonction systolique, soit plutôt de l'ordre de 70-80. Et quand elle descend en dessous de 50, ça signe déjà une altération importante de la fonction ventriculaire systolique et qui doit inciter, y compris chez des patients asymptomatiques, ça peut être un critère d'indication de correction du rétrécissement aortique. Quand vous avez des bas débits qui sont secondaires ou associés au rétrécissement aortique, on fait des tests de mobilisation de la réserve contractile avec de butamine en écho de stress, bien sûr, en milieu très encadré, parce qu'il peut y avoir des complications de ce test-là. Et puis, il peut y avoir des situations qui sont discordantes où les cardiologues peuvent vous aider, c'est-à-dire qu'il peut y avoir donc soit la forme classique où le gradient est élevé et la surface est faible, et puis ensuite vous avez toutes les combinaisons possibles où il y a discordance entre les paramètres et ça se règle avec les équipes de cardiologues et qui vous indiquent quel est le degré de sévérité de ce rétrécissement aortique. Donc il peut y avoir des pièges, donc lorsque l'on lit, nous, les comptes rendus des cardiologues, il faut regarder plusieurs paramètres et pas seulement la valeur de la surface aortique et la valeur du gradient maximum et de la vitesse maximum. Et puis on peut bien sûr après aller en sophistiquant vers la tomodensitométrie cardiaque. Et on rajoute, parce que ceci semble être associé au risque de complications et de mortalité pour la chirurgie non cardiaque chez les patients qui ont un rétrécissement aortique, de regarder ce qu'on appelle des témoins de dommages myocardiques. Donc vous avez l'hypertrophie ventriculaire gauche, donc ça c'est la réaction compensatrice du ventricule gauche à l'augmentation de la poche-charge liée au rétrécissement aortique. Et il faut faire très très attention quand vous avez des hypertrophies sévères, donc là la masse ventriculaire gauche qui est calculée par les cardiologues nous aide. Et moi, les patients qui m'ont souvent posé problème sont ceux qui ont des hypertrophies asymétriques, notamment septales, ceux qui ont un bourrelet, une accélération et un obstacle intracavitaire, et a fortiori ceux qui sont à risque de développer un SAM, donc c'est un mouvement systolique antérieur de la mitrale. C'est très piégeant et on ne peut pas s'en sortir sans échographie instantanément, et parce qu'on va mettre soit des vasoconstricteurs et on va aggraver l'obstacle intraventriculaire, donc c'est un cercle vicieux et ça ne peut pas être réglé autrement que par
l'échocardiographie. Donc, vous avez bien sûr des choses qui sont plus sensibles que l'altération de la fonction systolique du ventricule gauche, qui est donc cette histoire de strain longitudinal global. Pourquoi longitudinal? Parce que c'est la mesure la plus reproductible. Donc, c'est plus sensible en termes d'estimation de l'altération de la fonction systolique que la FEVG, aussi dépendante donc, des conditions de charge. Donc, ce n'est pas la panacée. Et moins c'est négatif, donc plus ça se rapproche de zéro, plus c'est grave. D'accord? Donc ça, c'est une mesure qui commence à être disponible sur les comptes rendus, surtout avec les échos qui font de la reconnaissance automatique de contours et bien sûr toute la partie de dysfonction diastolique et de troubles de la relaxation qui figurent en général sur les comptes rendus. Le NT-proBNP ou le BNP sont très utiles et on vous dit dès que ça dépasse 3 fois les valeurs normales ajustées sur l'âge, le sexe, ainsi de suite, attention, il y a un signe de mise sous contrainte, donc des cavités cardiaques, sans que l'on sache si c'est droite ou gauche, donc ça ne vous donne pas le diagnostic de la dysfonction, mais c'est un facteur pronostic qui est relativement important. Je me permets juste de vous rappeler que si vous regardez 2 mesures successives espacées de quelques semaines, vous êtes obligé de tenir compte de ce qu'on appelle le taux de changement critique, qui est la plus petite différence entre 2 mesures successives de BNP qui sort du bruit biologique. On ne parle pas du bruit analytique, on parle du bruit biologique. Et le taux de changement critique pour le NT-proBNP et pour le BNP est entre 60 et 80%. Donc de faibles modifications des valeurs de NT-proBNP ou de BNP sont à interpréter avec beaucoup de prudence à cause du bruit biologique. Ça s'appelle taux de changement critique, très décrit dans la littérature. Et quand vous avez bien sûr troponine ultrasensible, alors la question est-ce qu'il faut en faire systématiquement? Moi personnellement, sur les formes de rétrécissement aortique sévère, j'en fais. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir une valeur de base pour pouvoir éventuellement interpréter les MINS en post-opératoire. Quand vous discutez avec les cardiologues, l'ESC et les AIC, ils ont sorti en 2022 les recommandations qui disent biomarqueurs pour tout le monde, et ensuite j'ai co-signé un document qui vient de l'ESAI qui dit non, absolument pas biomarqueur pour tout le monde, parce que l'impact de la mesure de ce biomarqueur sur le devenir post-opératoire, le fameux outcome des patients, n'est absolument pas démontré, donc c'est grosso modo biomarqueur pour personne. Et donc entre les deux, il y a quand même une partie de bon sens qui doit agir. Donc si vous voyez des données d'IRM cardiaque, elles n'influencent pas notre prise en charge, elles servent souvent à identifier la fibrose myocardique, et un patient qui a déjà une fibrose myocardique qui est la séquelle d'un rétrécissement aortique ancien, il gardera des troubles de la relaxation et sa qualité de vie va être éventuellement peu modifiée après la correction, donc sa dyspnée d'effort va être peu corrigée après l'intervention sur la valve aortique. Alors, le risque de complications post-opératoires. Donc là, vous avez 2 sons de cloche. Il y a un premier son de cloche donc, qui sortent des registres. Donc ça, c'est un registre relativement important où les patients ont été suivis sur plusieurs années et puis on a regardé ce qui se passe chez les patients qui doivent bénéficier d'une chirurgie non cardiaque. Et vous avez 2 types de patients. Ceux qui avaient une correction donc, du rétrécissement aortique versus ceux qui n'en avaient pas. Et quand vous regardez le devenir à 30 jours, il y a une différence statistiquement significative. Il y a plus de complications chez les patients qui ont un rétrécissement aortique et qui n'a pas été corrigé. Mais vous voyez que l'augmentation du risque elle est relativement modeste. Et puis, il n'y a pas que de la mortalité dans, dans ce critère de jugement. Donc, je pense que même avec un rétrécissement aortique, il peut y avoir une augmentation relativement modeste, mais documentée dans la littérature. Vous avez à l'opposé quelques autres cohortes où on a analysé des patients qui ont des rétrécissements aortiques asymptomatiques. Et là, vous voyez ici, donc c'est une très très grosse cohorte, là 203 000 patients initialement, et on arrive ensuite à matcher des patients qui ont un rétrécissement aortique sévère asymptomatique ou un rétrécissement aortique intermédiaire. Et le message, mais qu'il faut prendre quand même avec pas mal de pincettes, parce qu'il n'y a pas assez d'événements, c'est qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative sur les critères de jugement que vous voyez ici entre les patients qui ont un rétrécissement aortique asymptomatique, j'insiste là-dessus, même sévère,
et puis les patients qui n'en ont pas. Donc du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir une peur bleue du rétrécissement aortique à condition de se donner les moyens de les monitorer correctement. Et donc ça, c'est la conclusion des auteurs. Donc si je devais vous résumer, je pense qu'il ne faut pas négliger le risque lié à un rétrécissement aortique, mais il ne faut pas non plus le surestimer, il ne faut pas en avoir peur. On sait gérer en 2025 ce type de patient et il y a quelques publications qui nous disent qu'en fait, au moins sur les rétrécissements aortiques asymptomatiques, même sévères, si ces patients sont gérés correctement, le risque de complications post-opératoires est faible. Maintenant, on peut se poser une question, et vous devez connaître ces données. Le patient a eu un TAVI, et la question est combien de temps après le TAVI peut-on intervenir, indépendamment des problèmes d'antiagrégation plaquettaire et d'anticoagulation. Et donc là, il y a quelques cohortes assez importantes. Et donc ce que vous voyez dans le graphique donc au milieu, on parle de chirurgie non cardiaque élective, et on a fait de la chirurgie non cardiaque élective aussi rapidement que 30 jours après l'implantation d'un TAVI. Et vous voyez que c'est assez constant, le risque de complications post-opératoires reste constant. À droite, vous avez la même chose, mais pour la chirurgie en urgence. Et là aussi, en urgence, on peut faire donc de la chirurgie non cardiaque relativement tôt après l'implantation des TAVI. Donc il faut savoir exactement, il faut avoir en tête ces notions. Vous n'allez pas prendre la décision tout seul, c'est l'équipe cœur et les cardiologues qui vont vous aider avec les chirurgiens, mais on peut aller intervenir pour chirurgie programmée, bien sûr, assez rapidement. Et ça, c'est important ici, parce que quand vous regardez pour ces patients, quels ont été les facteurs de risque associés avec des complications post-opératoires, donc vous avez le mismatch de taille de valve, autrement dit, la valve est trop petite par rapport à la taille du patient, mais on fait ce que l'on peut. Vous ne pouvez pas mettre, donc tout le monde veut éviter ce mismatch, donc la valve trop petite pour un patient donné, mais des fois les calcifications valvulaires, les contraintes techniques font qu'il vaut mieux, on dit, il vaut mieux avoir un gradient sur la valve aortique plutôt qu'un patient mort. Et donc là, le mismatch, vous voyez, la valve trop petite est associée à des complications de manière indépendante. Et la même chose sur les fuites paravalvulaires, mais là aussi, ce n'est pas de l'incompétence technique des cardiologues, c'est la réalité de ceux qui font les TAVI. Donc ces deux facteurs-là, quand vous voyez qu'il y a de la valve qui a du mismatch, donc avec des gradients qui restent importants, si vous avez des gradients moyens au-delà de 25 mm de mercure, attention, mais on sait quel type de valve et quelle est la taille de la valve qui a été posée. Et puis si vous avez des fuites paravalvulaires, bien sûr, il faut en tenir compte. Alors, est-ce qu'il faut corriger un rétrécissement aortique avant une chirurgie non cardiaque programmée? Ça, c'est des recommandations de 2022 donc de l'ESC qui ont été aussi approuvées par la Société européenne d'anesthésie et réanimation. Donc vous voyez ici qu'on fait ressortir comme un facteur de risque pour les patients porteurs d'une cardiopathie et qui doivent bénéficier d'une chirurgie non cardiaque, la présence d'un rétrécissement aortique sans stipuler asymptomatique, symptomatique, ni sa sévérité. Et donc là, ça demande un tout petit peu d'attention. Vous avez 3 critères qui vous permettent d'analyser la situation. Le premier, c'est examen clinique, plus ECG, plus échocardiographie, bien sûr, et les biomarqueurs. Vous avez ensuite être certain que le patient suit les recommandations en termes de traitement médical optimum pour la situation qui est la sienne. Et puis ensuite, la fameuse consultation multidisciplinaire, donc l'équipe cœur, et on va sur les symptômes. Si vous êtes asymptomatique et si vous n'avez pas d'altération de la fonction systolique du ventricule gauche, on va vers la chirurgie non cardiaque. A contrario, si vous avez ensuite des symptômes, on regarde le risque de la chirurgie non cardiaque. Si le risque est faible, on y va. Si la chirurgie cardiaque est à risque faible ou intermédiaire, dans ce cas-là, on regarde quel est le risque de la procédure interventionnelle sur la valve aortique. Si le risque de la procédure interventionnelle est élevé, on donne le feu vert sans toucher à la valve aortique. Si le risque de la procédure interventionnelle sur la valve aortique est faible, on fait la procédure. Et en intermédiaire, vous avez la possibilité d'avoir une option au TAVI qui est la dilatation percutanée, qui elle est moins contraignante, moins efficace bien sûr, mais qui vous permet de passer bien sûr un cap. Et quand vous avez de nouveau une chirurgie cardiaque à risque faible, non cardiaque à risque faible ou intermédiaire, on y va. Et si vous avez une chirurgie non cardiaque à risque élevé, on va dans le même processus. Et donc du coup, l'équipe cœur va prendre les décisions
pour la suite. Alors, les choix d'une technique d'anesthésie, je vais éliminer ce sujet-là. Moi, je pense qu'on peut donner absolument n'importe quel médicament pour l'induction et l'entretien de l'anesthésie à condition de le donner de manière titrée. Et donc, il n'y a aucun médicament qui vous préserve. En moyenne, ça vous préserve, mais le médicament par lui-même ne préserve absolument de rien. Et puis, il y a eu toute une discussion sur est-ce qu'on peut faire de l'anesthésie médulaire, donc soit de la rachie continue, soit de la rachie, soit de la périrachie, soit de la péri. Et vous voyez ici 61 études, une méta-analyse donc de 2024. Chirurgie non cardiaque, beaucoup de patients, un tout petit peu d'obstétrique, parce que la pathologie rétrécissement aortique est fréquente chez les parturiantes, et puis quelques études de chirurgie cardiaque. Je vous la fais en résumé. La présence d'un rétrécissement aortique n'est pas une contre-indication absolue à une anesthésie médulaire, mais vous voyez ici en anglais, les incertitudes sont énormes, l'hétérogénéité des études, donc bref, on ne sait pas. Donc je ne parle pas d'anesthésie locale, d'accord, je parle d'anesthésie médulaire. Et quand vous gérez ce type de problème, je me permets de vous rappeler, donc ça a été des études qui viennent de Lille, je me permets de les citer, mais qui sont très très importantes, des noms que vous connaissez et qui font honneur à la spécialité et à Lille, donc c'est relativement ancien, mais grosso modo, les forces de cisaillement qui sont secondaires au rétrécissement aortique et à l'accélération du flux transvalvulaire font que vous cassez des multimères de von Willebrand, donc vous faites un von Willebrand acquis, il existe, il est documenté, excusez-moi, je ne sais pas si quelqu'un le fait en routine, à ma connaissance non, parce qu'il faut faire du Western blot, et je crois que encore en 2025, personne ne le fait en routine, mais sachez que ça existe. Et puis vous voyez que plus le gradient est important, plus l'altération des multimères de von Willebrand est importante aussi. Et donc ces patients saignent. Donc n'oubliez pas, quand vous êtes en consultation d'anesthésie et vous voyez un patient qui a un rétrécissement aortique, de poser des questions sur le saignement spontané. D'accord ? Et si vous avez un saignement spontané et vous décidez de faire une anesthésie médulaire, attention, danger. Donc c'est une pathologie qui existe, ce n'est pas une invention lilloise, je vous confirme, beaucoup de gens après l'équipe de Lille l'a documenté. Donc pour le monitorage, la littérature nous dit pression artérielle en continu. Alors je ne vais pas rentrer dans la discussion radiale versus plétismographie digitale. Je pense que la pression artérielle en continu est importante, mais et j'insiste là-dessus, même avec une radiale, oscillométrie sur l'artère humérale du même côté, après mesure de la pression artérielle aux deux bras en consultation d'anesthésie. Qui parmi vous qui voit en préopératoire un patient qui a un rétrécissement aortique mesure la pression artérielle aux deux bras? Je lève la main. Il faut, et que je m'amuse des fois, j'ai une minute encore, pour poser la question, si vous avez une différence haute à droite et basse à gauche, ou vice-versa, laquelle des deux est vraie? Est-ce que c'est la plus haute ou la plus basse qui est vraie? Les internes? Pas la plus haute, parce qu'on ne sait pas générer de la surpression au même niveau. On sait générer de la surpression entre l'aorte et la radiale en systolique, mais on ne sait pas générer de la surpression au même niveau, donc c'est la pression la plus élevée. Et je vous rappelle que plus de 10 à 15 mm de mercure de pression artérielle moyenne entre les deux bras, chez des patients qui sont âgés, chez des patients qui sont avec des artériopathies, on parle de 15 à 20% de patients. Donc même avec une radiale en place, l'oscillométrie garde sa place. On dit monitorage du volume d'éjection systolique. À bon escient, ce n'est pas du débit cardiaque, mais du volume d'éjection systolique. Oui, sauf que le monitorage du volume d'éjection systolique ne vous dit pas pourquoi le volume d'éjection systolique est bas dans toutes les situations. Donc pour savoir pourquoi le volume d'éjection systolique est bas, il n'y a qu'une solution, c'est l'échographie transésophagienne. Donc avec une échographie transésophagienne et ces deux paramètres de monitorage, pression en continu et volume d'éjection systolique, je pense qu'on peut faire absolument tout type d'anesthésie pour la chirurgie cardiaque. Mais si vous mettez une OTO, et je pense qu'elle est indispensable, vous avez dit utile, moi je pense qu'elle est indispensable, et dans ce cas-là, quand vous la mettez en post-intubation immédiate. D'accord ? Pourquoi ? Parce que les choses peuvent s'aggraver très très vite, et dans ce cas-là, y compris si vous mettez un cathéter central, il faut mettre l'ETO en place dès que possible. Et donc, l'ETO, pour moi, est un argument supplémentaire à faire de l'anesthésie générale, d'accord, et pas une anesthésie médulaire. Et je pense que ça vous règle quasiment tous les problèmes d'incertitude que l'on peut avoir. Alors, c'est là où je dis des ambiguïtés. On disait à peu près les mêmes stupidités, je les répète, donc j'assume,
il y a 40 ans. Maintenir la précharge, ça ne veut strictement rien dire. D'accord ? Vous pouvez éventuellement maintenir un diamètre ventriculaire gauche ou un rapport VD-VG, il n'y a pas de problème, mais maintenir la précharge ne veut absolument rien dire. Et ne pas diminuer le retour veineux, là non plus, ça ne veut absolument rien dire. C'est là, de nouveau, la place indispensable de l'échographie. La post-charge, on vous dit, il ne faut surtout pas l'augmenter. Alors, je vais vous montrer que ça peut ne pas être vrai. C'est une déconstruction qui, intellectuellement, n'est pas très pédagogique, mais d'un point de vue réflexion médicale, elle l'est. La contractilité, en général, est préservée. Je vous rappelle que vous avez sur le marché au moins un fabricant qui donne une estimation du dP/dt de l'artère radiale qui est censé refléter la contractilité, certes charge dépendante, du ventricule gauche. Et quand vous avez un patient qui a un rétrécissement aortique, la courbe de pression n'a pas la même forme et vous allez avoir un dP/dt qui est bas, mais ce patient-là, sur l'artère radiale, ce patient-là n'a pas d'altération de la fonction contractile ventriculaire gauche. D'accord ? Donc la forme de la courbe est importante aussi. Donc en résumé, c'est fréquent, le caractère asymptomatique nous incite et nous oblige à quand même faire l'auscultation cardiaque. Une fois que vous avez détecté, suspecté, la stratification de la sévérité, c'est vous, et asymptomatique ou asymptomatique, ça peut être nous. Et puis le reste, c'est avec les cardiologues et l'équipe cœur. Et puis, bien sûr, il faut une traçabilité de l'information qui est fournie aux patients entre chirurgien, anesthésiste et cardiologue de l'équipe cœur pour savoir exactement ce qui est fait et quelle décision qui est prise. Donc, pour l'échographe, pour la partie anesthésique, je pense que c'est le monitorage et l'ETO qui sont les éléments qui ouvrent toutes les portes. Et sans ça, on est dans du raisonnement vraiment probabiliste et on ne sait pas très bien ce qu'on fait. On fait, ça fonctionne, mais on ne sait pas très bien ce que l'on fait. Et je vous disais que j'allais déconstruire un tout petit peu. Donc ça, on vous dit, dans la littérature, il ne faut absolument pas bouger la post-charge. Et on vous dit, la post-charge ventriculaire gauche sur un rétrécissement aortique, c'est la valve aortique qui s'oppose à l'éjection. C'est vrai, sauf qu'il y a quand même un volume d'éjection systolique qui peut être strictement normal et qui passe à travers cette valve à condition que le gradient transvalvulaire puisse être élevé. Donc ça veut dire qu'il faut que le cœur pousse. Et donc la question, est-ce que ces patients-là peuvent quand même bénéficier d'une diminution de la post-charge? La réponse semble oui. On a pris des patients ici, pas beaucoup, mais c'est quand même un New England. Ils ont un rétrécissement aortique et un bas débit cardiaque avec une FEVG qui est très altérée parce qu'on est en moins de 30%. Donc ce n'est pas les 50% dont je vous ai parlé, c'est vraiment une altération sévère. Et quelqu'un a eu la bonne idée de dire qu'est-ce qui se passe si je leur donne du nitroprussiate de sodium pour baisser quand même la post-charge. Eh bien, vous voyez ici, c'est à l'état de base 6 heures, 24 heures, et vous voyez ici l'index cardiaque qui augmente avec une fréquence cardiaque qui reste stable, et vous voyez ici une pression artérielle moyenne, bien sûr, qui va diminuer, et vous voyez aussi une pression capillaire pulmonaire, donc censée refléter la précharge ventriculaire gauche, qui bouge aussi un tout petit peu, et vous voyez ici des résistances vasculaires systémiques qui diminuent quand même, d'accord ? Et puis, bien sûr, puisque vous augmentez le débit, le volume d'éjection systolique va augmenter. Et puis, bien sûr, si le débit monte, le gradient transvalvulaire monte aussi. Pourquoi je vous dis ça? Ça fait partie des bêtises que l'on dit en disant surtout n'augmentez pas la post-charge ventriculaire gauche. Mais dans des situations bien particulières, il faut savoir sortir donc, de ces recommandations d'experts qui n'ont pas forcément de base. Donc, physiologiquement et physiopathologiquement, ce n'est pas faux. D'un point de vue pratique, ce n'est pas tout à fait vrai. Merci pour votre attention. Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Nathalie. Moi, je fais la chirurgie d'urgence et on a régulièrement notre fracture de l'extrémité supérieure du fémur de 82 ans, niveau effort avec le déambulateur, on ne sait pas trop. Et quand on le sculpte, malheureusement, on découvre un souffle aortique. Donc on les envoie quand même par anxiolyse faire une écho-cœur ou pas. Et la réponse est systématiquement, on ne va pas faire de dilatation, on ne va pas mettre de talis parce que ça ne va pas améliorer son pronostic. Et je pense qu'ils ont raison.
D'accord? Et dans ce cas-là, il faut y aller, il faut se donner les moyens. Donc ce type de patient, on en a aussi à Bichat, parce que vous n'êtes pas les seuls, des patients âgés et en plus ils sont déments et donc dit effectivement il faut les soigner parce qu'ils ont mal si on les mobilise, donc personne ne s'oppose à ça. Et donc je pense que là, en fonction du contexte, il faut accepter, il faut y aller et se donner les moyens. Je vous dis, c'est pression artérielle en continu et échographie transésophagienne. Avec ça, vous passez partout. Et donc j'avais dit, si vous ne savez pas la faire, il faut demander, vous n'allez pas transférer le patient parce que personne ne le prendra en charge, mais il faut demander de l'aide si vous êtes dans le CHU, l'aide d'un collègue qui fait la chirurgie cardiaque ou d'autres types de chirurgie ou la pratique de l'OTO est faite en routine. Et paradoxalement, c'est plus facile de se former à l'OTO qu'à l'échographie transthoracique. Si vous n'avez pas l'OTO, mettez au minimum en non-invasif une estimation du volume d'éjection systolique. Ça devrait être disponible quasiment dans tous les hôpitaux. Ça va vous aider un tout petit peu. Ouais, je ne suis pas sûre qu'on ait un cardiologue qui vienne 3 fois par semaine aux urgences pour pouvoir regarder notre patient de 92 ans sous OTO. En fait, sur l'organisation, je pense pas que ça se passe comme ça. Je suis biaisé parce qu'à Bichat, plus de la moitié des anesthésistes ont fait le DU d'écho. Et entre la chirurgie cardiaque et la transplantation pulmonaire, la pratique de l'échographie transésophagienne est très, très, très répandue. Et on a aussi les cardiopathies maternelles. Et là aussi, lorsqu'on les fait sous AG, on les fait sous OTO. Donc c'est biaisé ce que je vous dis, bien sûr, je le reconnais. Mais la solution, c'est ça. Et vous, oui. Pour vos patients, là, vous laissez la recharge avec du Risordan. Nitroprusside de sodium, c'est pas tout à fait c'est un donneur de NO, mais c'est pas du Risordan. La demi-vie est beaucoup plus courte en nitroprusside de sodium. Pas un risque d'ischémie coronaire chez des patients qui ont des HVG avec une tension pariétale du VG importante? Si, bien sûr. Ah si, bien sûr. Mais pourquoi je vous ai montré, je dis c'est une déconstruction, parce que vous êtes bloqué dans la situation que je vous ai décrite. C'est-à-dire que si vous mettez un inotrope sur un obstacle, là vous allez aussi avoir un risque d'ischémie, à la fois par l'augmentation de la consommation myocardique en oxygène et par l'augmentation donc du travail, de la contrainte pariétale. Et donc il faut savoir, mais juste pour vous dire que pour moi c'est l'exemple type de choses imprécises, pas forcément fausses, qu'on continue à véhiculer dans la littérature. Et je pense qu'il faut avoir l'ouverture d'esprit pour savoir qu'il y a des situations où on peut faire autrement.